Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Role, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choix de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue! La vie nous offre parfois de belles surprises. Une activité qui était une sorte de passe-temps peut devenir une activité professionnelle à temps plein. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marielle. Marielle est infirmière de formation. Depuis 2012, elle jongle entre le métier d'infirmière et ses partages sur le blog de Neroli. Elle décide l'an dernier de mettre son parcours d'infirmière entre parenthèses pour se lancer à 100% dans la création de contenu. Elle se définit aujourd'hui comme blogueuse, terme qui regroupe tous les aspects qu'elle gère aujourd'hui, blog, YouTube, réseaux sociaux, podcast. Dans cet épisode, nous parlons de changement de carrière, d'équilibre vie pro-vie privée, de création de contenu, un épisode aux ondes positives, comme mon invité du jour. Bonjour Marielle. Bonjour Jalila. Bienvenue sur About the Role. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. C'est moi qui suis ravie, merci à toi. Merci. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ton parcours et de ta vision, on va dire, du travail. Pour commencer, comme on l'entend souvent, les gens nous définissent parfois souvent par notre travail, et notamment en nous demandant tu fais quoi dans la vie. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais dans la vie, et peut-être aller au-delà du cadre du travail et te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Marielle, j'ai 33 ans, mais alors là, dans 15 jours, j'en ai 34. Donc, écoute, je sais pas quand sera diffusé l'épisode, mais on va dire 34, pour résumer. Je suis mariée, je suis maman d'une petite fille, plus si petite, tu vois, pareil, j'ai le réflexe petite fille, mais elle a eu 5 ans, donc elle est plus si petite, voilà, qui s'appelle Inès. J'habite à Annecy, en Haute-Savoie. Et dans la vie, alors mon métier aujourd'hui, depuis peu de temps, à 100%, c'est que je suis blogueuse. Voilà, à temps plein, qui a été, qui est toujours un métier passion, mais qui a démarré vraiment comme une passion exclusivement il y a 10 ans maintenant. À la base, je suis infirmière, donc j'ai fini mes études en 2010 et j'ai tout récemment mis entre parenthèses ma carrière d'infirmière pour plutôt me consacrer, on va dire, à ma famille, à ma fille, et donc en profiter pour travailler sur mon blog à côté, qui est un métier beaucoup plus facile à intégrer dans une vie personnelle que le métier d'infirmière. Je crois que je n'apprends rien à personne en disant ça. Voilà, donc aujourd'hui, je suis... alors, j'aime pas trop le terme d'influenceuse, moi j'aime bien dire blogueuse, parce que c'est par ça que j'ai démarré, mais voilà, blogueuse, influenceuse à temps plein, on peut dire les deux. Oui, puis ça regroupe tout ce que tu fais, puisqu'au final, tu travailles sur différents supports, tu fais différentes choses, et du coup, blogueuse, je trouve que c'est un bon résumé. Voilà. En tout cas, merci. Pour commencer, donc j'aimerais bien qu'on débute par un peu ta réflexion, on va dire, un peu passée du travail. Et je voulais savoir quelle idée tu te faisais du travail petite. Alors moi je viens, on va dire un peu historiquement d'une famille où le travail est très très valorisé, très mis en avant. Voilà, mon papa, je pense la première chose qu'il te répond quand tu lui demandes bonjour, qui es-tu, je pense qu'il parle il aurait parlé, maintenant il est à la retraite, de son travail. Et j'ai aussi évolué dans un modèle assez, je sais pas trop quel terme employer, on va dire traditionnel, une maman qui ne travaille pas et un papa qui travaille. Voilà, donc dans un milieu privilégié, ça j'en suis consciente parce que je sais que c'était pas le cas dans beaucoup de familles. Mais le travail, c'était vraiment pour mon papa, enfin c'est toujours d'ailleurs un vecteur de réussite sociale, l'importance de faire des études. Alors oui, de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse, mais aussi d'avoir une situation financière stable, de répondre aux besoins de sa famille, etc. Enfin voilà, la valeur travail, on va dire, dans ma famille, elle était extrêmement, extrêmement importante. Non pas qu'elle ne l'est pas pour moi, mais j'ai une vision qui est assez différente. Mon papa, par exemple, alors je parle que de lui parce que voilà, c'est quand on grandit, c'est vraiment, on se réfère souvent à ses parents, mais pour lui, c'était assez impensable de changer de métier, de changer de voie pendant sa carrière. On fait ses études pour faire un métier donné.
on s'y soumet entre guillemets toute sa vie, et puis si ça nous plaît pas, et on fait avec. Et puis aussi un peu le dicton du travail c'est la santé, et puis finalement qui s'est un peu entre guillemets retourné contre lui, parce que lui c'est le travail qui a un petit peu emporté sa santé aussi en fin de carrière. Donc voilà, moi j'ai grandi avec ce modèle-là. En tout cas, une valeur que j'ai toujours aujourd'hui et que j'aimerais transmettre à ma fille, c'est que il faut démarrer dans la vie avec un bagage solide. Alors j'ai envie de dire quand même un bagage scolaire, des études d'une façon ou d'une autre, sans dire de faire, tu vois, 10 ans d'études, un doctorat, un truc complètement incroyable. Mais voilà, moi, par exemple, j'ai ce métier d'infirmière, j'ai ce diplôme, je peux être infirmière toute ma vie. Et je dois avouer qu'au quotidien, moi, c'est quelque chose qui me rassure. Bien sûr. De me dire que j'ai un métier qui me suivra toute ma vie, qui en plus de ça est un métier qui est extrêmement stable, dont on aura besoin. Malheureusement, on en aura toujours voilà, besoin. Exactement. Puis quel que soit l'âge de la vie dans lequel on évolue, etc. Donc du coup, voilà, moi je me suis toujours alors rassurée, je sais pas, mais en tout cas, c'est important pour moi d'avoir ce bagage entre guillemets auquel je peux me raccrocher. Ok, ça marche, merci. Petite, est-ce que tu avais des idées particulières de ce que tu voulais faire ? Alors, je suis passée par vraiment 10 000 étapes. Le premier métier que je me souviens avoir eu envie de faire, c'est gouvernante d'hôtel. D'accord. Pour une raison très très bête, c'est que moi j'avais une passion pour tous les trucs un peu miniatures. Tu sais, les petites confitures, les petits tubes de shampoing, les petits tubes de gel douche, je sais pas, je trouvais ça fascinant. Et alors, je n'allais pas dans des hôtels au quotidien, pas du tout, mais mon papa voyageait beaucoup et il me ramenait souvent dans la trousse de toilette ces petites choses, et je trouvais ça fascinant. Et quand t'as 6 ou 7 ans, tu t'imagines que la gouvernante a accès à volonté à ce genre de choses, ce qui est bien sûr faux. Mais du coup, pour moi, c'était c'est un métier que je rêvais de faire pour pouvoir utiliser tous ces petits trucs. Voilà, ça c'est plus pour l'anecdote. Après, en grandissant, je me suis plus raccrochée à des métiers qui me permettaient de rassembler les domaines dans lesquels j'étais douée, entre guillemets, plutôt que les choses qui vraiment m'intéressaient. Et c'est une erreur de parcours que j'ai faite, je pense, et que j'aimerais, par exemple, ne pas reproduire auprès de ma fille. J'aimerais ne pas lui imposer ça. Moi, on a un peu essayé de me dire pendant toute ma scolarité, que ça soit mes parents ou les enseignants, qu'il fallait se tourner vers un métier dans lequel on était doué, ou en tout cas avec des facultés qu'on avait qui pouvaient nous aider à évoluer dans ce métier. Alors, je donne un exemple. Moi, j'ai été très douée en langue étrangère. Je parlais anglais, allemand, je parle plus très très bien, et italien, donc je ne cherchais que des métiers dans lesquels je pouvais me servir de ces langues. Donc, tu vois, commerce international, prof, ce genre de choses. Et je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est un peu regrettable. Et du coup, moi, la vocation, elle est arrivée très tard. Alors, elle n'est pas arrivée à 40 ans, mais moi, j'ai passé le bac sans vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie. Ouais. Et c'est une période qui est un peu compliquée parce que du coup, j'avais plein de copains dans ma classe qui savaient exactement qu'ils voulaient faire médecine, ou alors une école d'ingé, ou alors un BTS diététicien, ou tu vois. Et moi, j'étais là, en fait, je sais pas trop. Alors, il y avait rien qui me rebutait complètement, mais il y avait rien qui me passionnait non plus. J'étais à peu près pareil. Je arrivais, on fait les admissions post-bac. Je savais pas trop où aller. Et pareil, j'ai fait un peu un choix par défaut où j'ai pris une filière, j'avais fait LLCE anglais, fac d'anglais, parce que j'étais bonne dans les langues. Et je pensais que quand on était bon dans dans une discipline, on allait aimer ça. J'ai détesté. Exactement. Et moi, je sais avec le recul que je n'aurais pas été heureuse dans ces carrières-là. Je ne supporte pas de manager des équipes, je suis allergique aux conflits, je ne sais absolument pas me vendre, donc vendre quelque chose d'autre, n'imaginons pas. Donc je sais que c'est pas une carrière qui m'aurait réussi, mais comme toi, je pensais que si on était doué dans un domaine, on allait forcément s'y plaire. Ouais, comme quoi. Voilà, et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ça. Je voulais savoir si ton parcours était une évidence ou une accumulation d'événements. J'avais écouté ton podcast, donc Compresse et Sparadrap, où il y avait ton épisode et t'expliquais que tu avais passé le concours pour être orthophoniste au départ. Et du coup, comment ça s'est un peu enchaîné ? Est-ce que c'était du coup une évidence ou par la suite l'accumulation d'événements ? Alors, c'était pas vraiment une évidence. C'est venu, ça s'est construit un peu sur le tas. Et puis, j'ai pas eu une révélation un jour en me disant, tiens, orthophonie, c'est un métier qui me conviendrait parfaitement. Mais c'est un métier qui rassemblait des valeurs qui me plaisaient, des matières pendant l'obtention du concours, les études, etc., dans lesquelles je pouvais éventuellement être douée. Donc, tu vois, il y avait quand même un peu de ça dedans. Ça avait ce côté, moi, j'avais très envie aussi d'avoir un métier
stable dans le sens où il y a de l'emploi, où voilà, c'est quelque chose qui me rassurait. Je dis pas qu'il faut passer par ces étapes-là, mais moi en tout cas c'est quelque chose qui me rassurait. Donc ça s'est un peu construit et puis à force d'en discuter autour de moi, des rencontres, etc. Je me suis dit bon, ça a l'air d'être quand même un métier qui rassemble tout ce que j'ai envie de faire. Donc je me suis lancée en année de prépa justement pour passer les concours et pendant cette année de prépa, on a rencontré donc une professionnelle, une orthophoniste et je me suis dit c'est pas vraiment c'était pas le rejet total, mais je me suis dit je me suis quand même un petit peu trompée sur le métier. Et du coup, vu que j'étais dans une prépa aux concours paramédicaux, je me suis dit mais qu'est-ce que ce concours pourrait m'ouvrir comme autre porte? Et c'est là que j'ai découvert le métier d'infirmier. Enfin que j'ai découvert. Tout le monde sait ce qu'un infirmier fait plus ou moins, mais je me suis vraiment intéressée à la profession à ce moment-là. Puis là, ça a été un peu la révélation parce que je me suis dit ok, ça a l'air de vraiment rassembler beaucoup de choses qui me plaisent, ce besoin de me sentir utile, ce métier très stable, voilà, parce que moi c'est quelque chose auquel je me raccrochais beaucoup, des études pas trop longues, bon 3 ans c'est quand même 3 ans, mais c'était pas voilà 5, 6 ans, 10 ans, voilà, moi médecine c'est un truc que j'aurais pas envisagé. Ouais. Donc ça n'a pas été la vocation dans le sens où tu vois, j'y pensais depuis mes 12-13 ans, où j'ai fait des stages, je sais pas, le stage de 3e, etc., pas du tout. Mais ça s'est construit petit à petit. Et puis, à bout d'un moment, c'est devenu presque comme une évidence. Et bon, heureusement, avec le recul, maintenant, je peux le dire, je me suis pas trompée de voie, mais ça n'a pas été si simple. Ok, ça marche. Et donc, du coup, tu trouves ce nouveau chemin, tu deviens infirmière. Quel regard tu poses sur la Marielle de ton début de carrière? Ah, c'est une très bonne question. Merci. Bon, je crois qu'on est toujours assez dur avec soi-même, donc Ouais. je vais essayer de pas enfoncer trop le truc. Mais bon, je manquais cruellement de confiance en moi. C'est encore le cas aujourd'hui, mais surtout, tu vois, à 22 ans, du coup, moi j'ai fini mes études à 22 ans, c'est très jeune. Face à des médecins qui ont beaucoup de caractère, enfin, c'est pas pour faire une généralité ni un stéréotype, mais voilà, c'est une profession dans laquelle il faut asseoir une certaine légitimité, etc., auprès des patients et aussi auprès des soignants, des collaborateurs. Pareil, des patients avec des histoires de vie compliquées, parfois des entourages difficiles, voilà, des annonces de diagnostic, etc. Donc, difficile sur le plan des émotions, comment savoir où se placer, comment se placer, etc. Et après, dans l'exécution des tâches, entre guillemets, au quotidien, je me sentais vraiment à ma place. Tout de suite. Je savais que c'est un métier qui me correspondait. Il n'y a pas une fois où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi j'ai fait ça? Et aussi, j'admets ce côté rassurant de pouvoir se dire, si je m'épanouis plus dans ce service-là, je peux aller travailler ailleurs. Ça aussi, voilà, j'en ai pas encore parlé, mais pour moi, c'était important de pas m'enfermer dans un métier, par exemple, ce qui m'aurait posé problème avec le métier d'orthophoniste. Non pas qu'on puisse exercer que en libéral ou autre, mais voilà, le champ d'exercice est déjà un peu plus restreint. Oui. Infirmier, on peut être à l'armée, on peut être en santé publique, à l'hôpital, en extra-hospitalier. Il y a tellement de branches différentes. Donc ça me rassurait aussi de me dire, le jour où t'en peux plus, ça sera toujours le métier, mais ça sera une autre histoire ailleurs. Donc je me raccrochais un peu à ça et c'est vrai que c'était confortable. Ok, ça marche. Au fil des années, donc tu t'es lancée dans la création de contenu. Finalement, donc tes envies de gouvernante de côtoyer d'avoir des produits, etc. C'est arrivé. Tu vois. Donc comme quoi, tu t'étais pas trop trompée. Et du coup, ton activité de blogueuse a pris de plus en plus de place. Et tu le disais au début, tu as fait le choix, notamment, il me semble que tu avais réduit déjà tes heures quand tu étais infirmière pour donner encore plus de place à ta vie privée, notamment ta famille. La création de contenu, le métier de blogueuse, tu le disais, c'est quelque chose de plus simple dans la vie, puis dans la vie d'une famille. C'était important pour toi d'avoir cet équilibre vie pro, vie privée. Est-ce que ça a toujours été une priorité pour toi? Alors non, ça n'a pas toujours été une priorité. Vraiment, ce qui est venu complètement chambouler puis changer la donne, c'est l'arrivée de ma fille. Je peux pas dire que je l'ai pas vu venir dans le sens où je m'attendais à ce que ça soit, à ce que ça rebascule, voilà, les priorités, la façon de penser les choses, etc. Mais une fois qu'elle a été là, je me suis dit, et aussi parce que j'ai eu cette possibilité-là, tu vois, si j'avais été infirmière à 100% et que le blog n'avait jamais existé, je pense qu'il y a des questionnements aussi qu'on n'a pas parce que la situation se présente pas. Donc je veux pas dire que tout le monde doit passer par ces questionnements-là, pas du tout, mais bon voilà, il se trouve que moi j'avais de toutes ces casquettes différentes. Et quand elle est née, je me suis dit, j'ai cette très belle opportunité de gagner de l'argent, parce que même si l'argent n'est pas qu'un moteur, c'est quand même quelque chose qui est important, surtout quand on a un enfant. Et je me suis dit, voilà, je pourrais en profiter pour baisser mon temps de travail en tant qu'infirmière.
m'occuper davantage de ma fille et puis garder cette souplesse pour m'occuper de mon blog et puis des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est un choix qui s'est fait une fois qu'elle est arrivée. Je pense que les choses auraient été radicalement différentes si j'avais pas été devenue maman il y a 5 ans. Parce que oui, infirmière, c'est un métier compliqué, mais ça reste comme n'importe quel job, 35, 40 heures par semaine, que finalement du temps libre j'en avais. Alors avec Quentin, qui est devenu mon mari, c'était parfois peut-être un peu plus difficile, mais on arrivait toujours à se retrouver, à passer du temps ensemble. On avait voilà beaucoup de passions en commun, un bon groupe d'amis, voilà une famille très présente, etc. Mais le fait de devenir maman, ça a quand même un peu rebattu les cartes, même carrément rebattu les cartes. D'accord, ok. Comme quoi, ça évolue au fil des années. C'est ça. Aujourd'hui, donc comme tu expliquais, tu es blogueuse. C'est pas difficile d'expliquer, c'est pas un peu compliqué d'expliquer à des personnes. Aujourd'hui, je suis blogueuse. Alors, c'est plus simple aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ouais, Parce que j'imagine. vraiment, il y a 10 ans, le métier existait à peine. D'ailleurs, je le disais même pas, mais pas par honte. J'ai jamais eu honte de ce que je faisais, mais parce que les gens ne comprenaient pas. Vraiment, ils ne comprenaient pas du tout. Les gens disent ah mais t'es sur Facebook. Bah non. Vraiment, j'ai un blog à côté. Enfin, tu vois, les réseaux sociaux, ça démarrait tout juste. Il n'y avait pas Instagram il y a 10 ans. Tu vois, c'était assez différent. Aujourd'hui, on comprend ce que je fais. Enfin, je pense qu'on comprend ce que je fais. En revanche, il y a un peu le jugement qui vient avec, où il y a de l'amalgame de faits entre, tu vois, les influenceurs de télé-réalité. Alors moi, j'ai rien du tout contre ce que font ces gens-là, mais pour moi, je trouve que c'est radicalement différent de ce que je fais moi. Et il n'y a pas du tout de jugement de valeur, mais vraiment, on fait des choses radicalement différentes. Donc, voilà, je trouve qu'il y a un peu de jugement, surtout que moi, je pars d'une profession où il y a un respect immense pour le corps médical. Vraiment 100% des gens, quand tu dis que tu es infirmière, c'est « Oh là là, mais quel beau métier vous faites !» Ah mais je vous admire, quel courage. Et quand tu parles d'un blog, alors ça me pose pas de soucis, mais on n'est pas du tout sur ce créneau-là. Oui. Donc voilà, le delta entre les deux est quand même assez grand. Mais voilà, j'arrive quand même à expliquer ce que je fais. La première question qui vient quand même, c'est comment tu gagnes de l'argent. Alors c'est pas une question qui me dérange. Je peux comprendre que ça questionne aussi, mais c'est un peu la première question qu'on me pose, quoi. Mais comment ça te rapporte de l'argent et est-ce que ça te rapporte suffisamment d'argent pour en vivre? Voilà. Ok, comme quoi. Dans l'épisode où tu parlais de ton parcours et de ton métier, tu évoquais les différents challenges que tu avais lorsque tu étais infirmière. Aujourd'hui, quels sont-ils en tant que blogueuse? Bon, j'imagine qu'ils sont totalement différents, mais est-ce que tu en as et si oui, lesquels? Oh, il y en a. Il y en a pas mal. Ouais, non, il y en a pas mal. Déjà, il y a rester fidèle à ses valeurs, qui pour moi est un peu le nerf de la guerre. Et puis, alors rester fidèle à ses valeurs, ça veut dire continuer à travailler avec des marques qui te plaisent profondément, des projets qui t'animent réellement, ne pas être drivé uniquement par l'argent. Ça, c'est très facile à dire, mais parfois, tu as une marque incroyable qui vient vers toi avec des budgets de plusieurs milliers d'euros et en fait, moi, le produit ne me plaît pas, ne me parle pas, ne m'intéresse pas. Et puis, comme tout être humain, tu regardes la somme et tu te dis c'est quand même beaucoup d'argent. Enfin voilà, faut rester fidèle à ça. Ce choix-là de refuser ou d'accepter cette collaboration et cette somme d'argent, c'est pas juste un choix à un moment donné, c'est aussi même influer sur tout le reste de ce que tu vas faire derrière. Parce que si les gens me lisent, m'écoutent, me regardent, c'est parce ils me font confiance. Parce que voilà, j'ai aussi des valeurs que je véhicule à travers ces différents choix rédactionnels, etc. Donc voilà, ça je dirais que c'est vraiment le nerf de la guerre. Et puis après, il y a aussi se réinventer quand même. Parce que si je proposais tout le temps les mêmes trucs tous les jours, déjà ça serait hyper ennuyant pour moi, mais pour les autres, j'imagine pas. Donc rester aussi dans voilà pareil, une certaine quantité de valeurs, de choses qui te ressemblent, et puis à la fois tester d'autres choses, se tromper, se rendre compte que ça fonctionne pas, que ça plaît pas. Moi, par exemple, je pense à un défi récent, ça a été de me lancer sur TikTok. Alors, je l'ai pas du tout fait parce qu'il faut être sur TikTok. D'ailleurs, ça remonte, tu vois, il y a 2-3 ans en arrière, on en entendait un peu moins parler qu'aujourd'hui. Mais parce que je trouvais que c'était un défi différent pour moi de me montrer sous un autre jour, plus drôle, avec plus de second degré, qui est quelque chose que j'ai pas caché. Il y a des gens qui pensaient que je le cachais dans mes vidéos, mais en fait, c'est juste que quand je présente des produits de beauté, il n'y a pas la place à la blague, tu vois, à l'humour en règle générale. Et puis sur TikTok, il y a beaucoup plus de place pour ça. Et puis ça a été super bien reçu, donc c'est agréable. Il y a des gens qui m'ont dit on te découvre différemment. Enfin voilà, c'est. Ah oui, non, et puis pour témoigner, c'est très très drôle. Je me souviens de ton TikTok
sur Kaamelott avec Oh là là. Guenièvre. Celui-là, je pense que c'est Puis c'est un alors de mes Kaamelott, c'est une mine préférés. d'or et je pourrais en faire encore 200 parce que vraiment les voix off sont incroyables. Mais voilà. Et alors ça, c'est quand même la plus belle des récompenses parce qu'en fait, je fais. Alors TikTok ne me rapporte pas d'argent. Il se trouve que c'est pas forcément le meilleur exemple, mais je fais quelque chose que j'adore, qui me fait hurler de rire et qui en plus de ça plaît aux autres. Enfin, je veux dire, c'est la meilleure équation Bien sûr, possible, quoi. Donc bien sûr. et je me force pas. Oui. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a même des marques qui te contactent pour faire du contenu dessus. Exactement. Alors ça, pareil, c'est juste la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ou en Bien gros, on te sûr. dit ah bah ça nous fait vraiment rire, on voudrait quelque chose dans le même esprit. Enfin, c'est vraiment Et t'es génial, quoi. payé. Et c'est formidable. Et en plus de ça, voilà, quand ce sont des collaborations rémunérées, je suis payée. Donc c'est juste quand on te contacte vraiment pour ce que tu aimes, ce que tu fais, ce que tu véhicules, c'est vraiment ce qu'il y a de plus agréable. Oui, parce que j'imagine parfois, il y a des marques qui peuvent contacter avec un script précis et qui veut juste, du coup, une bannière publicitaire plutôt de travailler avec toi au final. Exactement. Et du coup, je leur dis, bah, si vous voulez ça, faut vous prendre un panneau dans un abribus ou un encart dans Madame Figaro ou je sais pas quoi. Mais si on fait appel à s'il y a des marques qui écoutent, voilà, si vous faites appel à un créateur de contenu, faites appel à lui pour ce qu'il est, pour la façon dont il s'exprime, pour ce qu'il dégage, pour sa façon de parler aussi, parce que moi je mets l'accent sur, je dis n'importe quoi, on m'envoie une crème de jour à moi je vais mettre l'accent sur la texture, l'odeur, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis si on envoie ça à quelqu'un qui est vraiment expert dans les cosmétiques, il va décrypter l'étiquette, etc. Et puis en fait, les consommateurs, ils vont consommer mon contenu parce que ça les intéresse de savoir ces choses-là, puis ils vont consommer le contenu de cette autre personne pour d'autres raisons. Donc Oui, puis au si on final, se ça met va être tous à raconter la complémentaire. même chose, et voilà, il faut qu'on soit complémentaires, sinon on raconte tous le même truc et ça n'a aucun Oui. sens. Et je pense aussi c'est ça qui fait que ta communauté dure dans les années et est aussi engageante parce que je m'inclus parce qu'on te fait confiance, on sait que enfin voilà, il y a de la transparence, tu l'as déjà dit quand il y a des collaborations que tu as dû arrêter, on le voit aussi certes tu intègres de nouvelles marques mais on voit aussi qu'il y a des marques avec lesquelles tu collabores depuis de nombreuses Mm. années. Donc après, il y a des personnes aussi qui recherchent ça, l'authenticité et tout ce qui va avec. Il y a d'autres personnes qui s'en fichent un peu, mais je pense qu'aussi c'est ça qui fait que ça perdure et que les personnes continuent de te suivre. Et j'imagine que tu aussi, on va dire, gagnes. J'aime pas trop ce mot, mais on va dire que ta communauté grandit grâce à tout ça. Complètement. Et d'ailleurs, j'ai pas une communauté, enfin tu vois, j'ai 60 et quelques mille personnes qui me suivent sur Instagram et sur YouTube. Alors moi, je trouve que c'est absolument incroyable, mais à l'échelle de ce qu'Instagram et YouTube proposent aujourd'hui, c'est assez peu. Mais moi, je cherche pas à augmenter, je n'ai pas pour objectif, tu vois, j'entends des filles qui disent, moi, j'aimerais bien l'année prochaine avoir 100 000 followers et tout, moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai une communauté qui, en plus, qui est hyper fidèle, hyper bienveillante. J'ai jamais de commentaires vraiment purement méchants. Alors, j'ai des critiques comme tout le monde, et puis d'ailleurs, tant mieux, parce que si c'est pour m'envoyer que des messages pour me dire c'est génial ce que tu fais, non, j'aime bien aussi qu'on me challenge, qu'on me dise ah tu vois ça, tu vois il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire tout à l'heure sous ma vidéo en me disant le format était chouette mais t'aurais pu inclure telle et telle chose. C'est génial comme commentaire parce que du coup la prochaine vidéo je la ferai différemment. Bien sûr. Et voilà, j'ai vraiment une communauté qui est réduite, on s'entend. Hein. Pour moi, je trouve vraiment que c'est énorme, mais qui est très engagée. Et d'ailleurs, je trouve ça très flatteur quand des marques viennent vers moi en me disant, vous n'êtes pas la plus suivie, mais vous êtes celle qui a, voilà, alors, les marques parlent d'engagement, donc c'est Oui. tout un calcul entre les likes, etc. Bon, moi, ça m'intéresse pas trop tout ça. Et puis, je travaille pas dans ce domaine-là, donc peu importe. Mais voilà, ce côté où j'ai beaucoup de répondants, beaucoup d'interactions avec moins de personnes parfois que d'autres influenceurs plus connus. Oui. Bah, effectivement, j'avais été surprise. Tu réponds toujours, tu es assez réactive. Et c'est ça aussi que j'appréciais, c'est tu restes assez proche de ta communauté et c'est pas juste, voilà, je vous parle de quelque chose. Il y a vraiment une relation entre toi et ta communauté. Mm. Donc c'est ça que je trouvais intéressant. Complètement. D'ailleurs, quand j'ai créé le blog, moi, l'idée, c'était de trouver des gens avec qui discuter pour échanger. Voilà, moi, juste écrire des articles et puis espérer qu'ils soient lus, c'est un truc, ça m'intéresse pas du tout. Et je me force pas, avec les années, à rester sur cette ligne de conduite. C'est juste que j'ai toujours fonctionné comme ça et du coup, ça n'a pas changé. Ok, c'est intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime au quotidien, notamment aussi maintenant cette activité de blogueuse? Alors, le très grand luxe de cette profession, puis en tout cas de la façon dont je travaille, c'est vraiment d'avoir voilà, des clients, des marques qui viennent vers moi. Donc, je ne démarche personne. Ça, je suis D'accord. consciente du luxe que c'est. Et en plus de n'accepter que ce qui m'intéresse.
OK. qui est quand même un truc, je pense, qui doit pas exister dans beaucoup de métiers, quoi. Donc je ne travaille qu'avec, voilà, des marques qui m'intéressent. Je crée les contenus et là, je parle pas de ce qui est rémunéré, mais qui me plaisent Bien et sûr. puis si ça ne plaît pas, bah, tant pis, en fait, bah, moi, ça m'a plu Oui. et justement, j'essaye de pas tomber dans, uniquement ce que les gens veulent regarder et cetera parce que sinon ça serait, que du commercial tout le temps, tu vois? Des vidéos, derniers achats et cetera. Donc j'essaye de pas rentrer dans cette spirale-là. Donc je parle que de ce qui me passionne et je pense pas qu'il y ait beaucoup de métiers, dans lesquels on puisse se targuer de faire ça, uniquement par passion. Mais vraiment je le pense, C'est assez rare. je ne je ne me force à parler de rien, quoi. Et je ne parle que de ce qui me plaît Mais ça se et ressent. ça je trouve quand même que c'est un luxe. Ah bah, c'est gentil, merci. Ça se ressent que, enfin, voilà, quand tu présentes quelque chose, que ce soit, voilà, comme tu disais, rémunéré ou non, enfin voilà, ça, on sent qu'il y a un réel partage et aussi, je pense, et c'est ça aussi sûrement qui plaît, c'est que on voit que tu prends beaucoup de plaisir et je pense que ça se ressent beaucoup. Ouais, puis égoïstement, je découvre, des petits concepts, des créateurs, des adresses, des lieux. Tu vois, j'ai fait des voyages pour des marques ou pour des offices de tourisme ou quoi. J'ai eu des expériences incroyables, seule ou en famille. Seule, j'aurais eu les moyens tu vois, de faire ces voyages en payant tout moi-même, c'est pas le problème. Mais on m'offre une telle expérience et on me fait, tu vois, on m'emmène aussi dans des destinations dans lesquelles moi j'irais probablement pas de base sans a priori, tu vois, mais des fois, bon, tu dis, bon, je sais pas si j'irai là, ou on m'envoie justement des produits, des choses où je me dis, bah tiens, moi j'aurais pas acheté ça moi-même, et je découvre des trucs incroyables. Donc en gros, c'est comme si on mettait tout à ma portée, et moi, c'est le plus beau Et job tu du avais monde, quoi. juste à choisir. Exactement. C'est quand même confortable. Exactement, ça a beaucoup de chance. Tu parlais de Ouais. ta famille. Quel regard ils portent, ben, du coup, sur ce métier-là, notamment ton mari, le fait, voilà, de se montrer sur les différents réseaux et puis aussi, ben, il y a 10 ans, tu le disais, ce métier était un peu est pas très connu. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir le regard qu'ils ont sur tout ça. Et puis notamment ta fille, est-ce qu'elle comprend, tu vois, quand elle te voit avec une caméra pour Hmm. vloguer et que tu parles à la caméra ou à ton portable? Alors, ma fille, je lui ai jamais vraiment expliqué ce que je faisais. Je lui ai dit que j'écrivais des trucs sur mon ordinateur, que je prenais des photos et que je filmais des choses pour internet, mais elle n'a absolument aucune idée de qui regarde. Non pas parce qu'elle comprend pas, mais parce que j'ai jamais voulu lui expliquer ce que c'était. Parce que je veux pas je pense qu'elle est trop petite. Je pense qu'elle comprend pas la portée. Je pense que puis des fois, je me dis, j'ai pas non plus envie qu'elle répète ça à l'école et que les gens se disent, mais sa mère se filme, tu vois, on peut imaginer des trucs un peu, voilà. Donc, j'ai fait exprès de pas lui expliquer. Et en fait, quand je filme et qu'elle me voit filmer, je lui dis, mais je fais des souvenirs. Voilà, je filme pour D'accord, c'est moi, pour beau. des souvenirs. Voilà. Ce qui est d'ailleurs pas complètement Oui. faux. C'est un faux mensonge, tu vois. C'est plutôt camoufler une partie de la réalité que de lui mentir. Donc, je lui ai jamais, voilà, je lui ai jamais expliqué. Et puis, vu qu'elle est pas exposée Oui. de quelque sorte que ce soit, si ce sont des photos d'elle de dos, c'est pas mis en scène ni rien, donc c'est des photos sur le vif. Donc elle pense que c'est pour l'album de famille de la fin de l'année. Enfin, je pense qu'elle piche pas du tout. Et vraiment, c'est volontaire. Mon mari, bah, j'ai énormément de chance. Il est hyper soutenant, même tellement, tellement, tellement soutenant. C'est hyper agréable. Alors, il me soutient, il m'écoute. Il me relie parfois, tu vois, il réécoute aussi mes épisodes de podcast. Plus maintenant, parce que maintenant ça va mieux, ça fait 1 an et demi que c'est lancé, mais au tout début, les premiers épisodes, je lui ai demandé de les réécouter. Enfin, je lui ai même pas demandé en fait, c'est lui qui m'a dit si tu veux, je les écoute, je te dis ce que j'en pense. Pareil, il a un regard critique, mais qui est le bienvenu sur certaines choses. Sur mon exposition à moi, alors on va dire que c'est pas un sujet parce que je pense pas m'exposer de façon outrancière et puis je pense que lui n'a pas non plus son mot à dire. Alors, je veux pas faire la féministe de base, mais bon voilà, c'est chacun sa vie. Il a pas voilà, il a pas trop de regard là-dessus. Mais en tout cas, il est très soutenant et puis il prend pas ça à la légère non plus dans le sens où il voit que je travaille sérieusement, même si voilà, ça a démarré d'une passion, que c'est devenu un métier passion, mais voilà, il prend ça très au sérieux et c'est très agréable. Il y a pas de jugement non plus. C'est top. Tu me disais, bah, que ça, c'était une passion, ça a évolué donc, en tant que métier passion. Comment tu vois évoluer ta situation aujourd'hui et par la suite? Alors c'est quelque chose enfin c'est un questionnement que je vois souvent passer sur, notamment sur Twitter, des gens qui disent, «Ah l'influence dans 5, 10 ans, ça sera mort» et puis il y a des influenceurs qui,
sont très catégoriques sur le sujet en disant mais non, 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 ça ne mourra jamais, etc. Alors moi, je suis pas aussi certaine de ça. En fait, j'en sais rien. Mais l'exemple que je donne toujours, c'est par exemple le magazine Glamour. Voilà, moi qui est un magazine que j'ai lu pendant des années, vraiment, qui a été genre ma bible sur ma table de chevet. Tous mes conseils beauté, je les prenais là-dedans, etc. Ce magazine n'existe plus aujourd'hui. Oui. Voilà, il a fait faillite, qui est quand même un truc qu'on n'a pas vu venir, enfin que moi j'ai pas vu venir en tout cas. Moi non plus, quand je l'ai appris, j'étais un peu choquée. Ouais, tu vois, c'est quand même quelque chose qui me semblait voilà très très vendu à travers le monde d'ailleurs, parce que je crois que c'était pas qu'en France. Et ben qui nous dit que dans 10 ans ça sera peut-être pareil pour les blogs, pour YouTube, etc. Alors la chance entre guillemets que j'ai, c'est que je suis j'allais dire je suis disponible, comme si j'étais un produit. Non, je suis présente sur plusieurs plateformes. Ça, à nouveau, c'est pas quelque chose que j'ai conscientisé, que je me suis pas forcée à me mettre, voilà, sur plusieurs plateformes en me disant, je diversifie mes activités. C'est juste que je trouve que chaque plateforme a un intérêt et puis qu'on parle pas des mêmes sujets en vidéo que dans un article de blog. Donc, j'ai, entre guillemets, cette sécurité-là de me dire que je me suis pas, voilà, mise, par exemple, 100% sur Instagram. Moi, c'est quelque chose qui me stresserait un peu. Tu vois, le soir où il y a eu le bug d'Instagram, enfin, c'est même pas un soir, c'était une demi-journée, je crois. Ouais. Bon, il y a quand même certaines personnes qui étaient pas bien tranquilles, quoi. Ah oui. Moi, ça m'a plus fait sourire qu'autre chose, mais je vais pas dire que j'étais complètement zen face à la situation, mais voilà, moi, toute ma vie n'est pas sur Instagram, donc Bien ça sûr. m'a pas trop posé de problème. Mais je sais pas, peut-être que dans 10 ans, rien de tout ça n'existera, ou d'une façon radicalement différente, ou dans une voie que je n'aurais pas prise. Et en fait, tant pis. Tant pis, parce qu'en fait, aujourd'hui, je fais ce que j'aime, j'en vis très correctement, je suis hyper épanouie dans ce que je fais, j'ai beaucoup de temps pour ma vie de famille, et je le vois vraiment comme une parenthèse qui durera 5, 10, 15, 20 ans, peut-être toute ma vie, j'en sais rien. Et puis j'ai toujours ce métier à côté d'infirmière que j'ai stoppé, mais que je reprendrai sans aucune difficulté si la vie le nécessitait. Donc voilà, je suis pas aussi catégorique que certaines personnes qui disent « Ah non, non, mais ça s'arrêtera jamais ». En fait, on n'en sait rien. Oui, bah oui, ça évolue. Et Bah ouais. le métier, effectivement, il y a 10 ans, c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a même des agences pour gérer l'activité des créateurs de contenu, etc. Donc, ça a pris une ampleur folle. Après, à voir où ça mène. Mais je pense que c'est une bonne vision de se dire, voilà, entre guillemets, je prends ce qu'il y a à prendre. Exactement. Et on voit comment ça évolue. Et puis même aussi, je pense que pour toi, enfin, corrige-moi si je me trompe, mais vu que c'est un métier passion, je pense que le jour où tu ne prends plus de plaisir à faire ça, voilà, tu arrêteras et potentiellement tu reprendras du coup ta blouse ou peut-être un autre métier que tu auras envie de Exactement. faire. Mais effectivement, Ouais, je pense ouais. que c'est plutôt une bonne chose de voir un peu au fil du temps, vu Ouais. le contexte de cet environnement, on va dire. Exactement. Et c'est ce que je disais dans la vidéo où justement j'annonçais ma démission de mon métier d'infirmière. Je disais voilà, je me lance dans le milieu du blog, etc. à 100%. Je garantis pas que ça me plaise. J'avais un peu peur, genre que des personnes viennent me voir en me disant alors tu vois que c'est pas si bien que ça. Genre imagine je reprends une activité d'infirmière ou autre. Donc j'avais un peu pris les devants en disant je garantis pas que ça me convienne à 100%. Bon, il se trouve que si, ça me convient très très bien, que je suis très heureuse comme ça. Je ne sais pas encore pour combien d'années, mais à ce jour, je regrette pas mon choix. Ok, tant mieux. Tu parlais justement, ça me fait une belle transition en parlant de regrets. On dit parfois que regretter, c'est souffrir 2 fois. Est-ce que tu as des regrets par rapport au choix que tu as pu faire? Non. Non. Franchement, j'ai pas de regrets. Le regret, ça aurait été de quitter cet ancien métier sans jamais pouvoir y revenir. Enfin, non pas que là, tu vois, à ce jour, ça me travaille et que je me dis, il faut que je redevienne infirmière, mais ça aurait été une décision, je pense, trop difficile à prendre pour que j'arrive à la prendre, justement. Ouais. Donc, d'avoir, j'allais dire cette porte de secours, mais c'est même pas une porte de secours parce que je le vois même pas comme ça, mais de pouvoir, d'avoir ce côté rassurant, de pouvoir repartir à mon premier métier, me permet de pas avoir de regret. Ok, ça marche. Il y a une question, donc comme tu sais, je fais du recrutement, donc je rencontre des personnes en entretien et il y a une question que j'aime beaucoup poser, c'est de connaître, de savoir comment les personnes que je rencontre prennent leurs décisions, s'ils sont plutôt pragmatiques ou ils marchent plutôt au coup de cœur, s'ils ont des critères de décision, etc. Comment ça se passe pour toi, que ce soit voilà quand tu recherchais un travail il y a quelques années ou même du coup quand tu travailles aujourd'hui avec une marque? Moi, c'est plus, je suis pas du tout impulsive. Je suis hyper, raisonnée, raisonnable. Je ne suis pas, et j'ai souvent tendance à me dire: «S'il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute». Oui. On dit Tu ça vois? aussi dans le recrutement. Ah OK, bah voilà, bah alors, donc c'est pas complètement stupide alors.
Mais je me dis souvent ça, tu vois, des fois, je suis contactée pour un projet, puis il y a un truc que je sens pas, Ouais, ou il y a un contact un peu difficile ou autre, et je me dis, bon, bah là, clairement, c'est que d'une façon ou d'une autre, ça va pas bien se passer, quoi. Et puis avec le temps, je l'ai encore plus aiguisé, ce sens, on va dire. Je dis pas que je me trompe jamais, euh, mais j'ai eu un contact une fois. Alors c'était par un biais, par un bureau de relations presse pour une marque. Alors, j'aimais beaucoup la marque, mais le contact était très très mal formulé, mal amené. J'aurais pu accepter la collaboration parce que c'était toujours pour parler, voilà, d'une gamme de produits que j'aimais beaucoup, donc je prenais aucun risque. Mais je savais que le biais pour y arriver, les conversations, les validations de contenu, etc., allaient être très compliquées. J'avais pas du tout envie de rentrer dans ce genre de choses. Donc j'ai préféré stopper. Puis en fait, ok, quel est le risque? Ben, il n'y en a pas. Le seul oui, risque, c'est de refuser cette c'est sûr. collaboration et puis d'en avoir d'autres derrière. Donc je ne me grille pas, entre guillemets, auprès de qui que ce soit. Donc voilà, ça aussi, c'est un grand avantage. C'est sûr, tu peux choisir avec qui tu travailleras ou non. Exactement. Sans que ça ait de conséquences pour la suite. Exactement. Et ça, c'est encore mieux. Ouais, ouais, exactement. Pour terminer du coup cet échange, j'aimerais connaître la question la plus surprenante qu'on ait pu te poser lors d'un entretien, si c'est déjà arrivé. Et si c'est arrivé, ben, quelle était cette question et comment tu as réagi? Alors, il y a une question qu'on me pose, alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quand j'ai passé les concours d'infirmière il y a 14 ans, bientôt 15 ans en arrière, en fait, quand on est infirmier, enfin, quand on est professionnel de santé tout simplement, puis ça fonctionne dans d'autres métiers type avocat, juge, etc. En tout cas, quand il y a un secret professionnel, et là, en l'occurrence, un secret médical, on peut avoir envie de questionner le candidat pour savoir dans quelle mesure il serait capable de se confier sur sa vie personnelle. Et en gros, alors ça tire un peu le trait, mais euh, si tu es capable de parler de choses très intimes, ça veut dire que tu serais capable de parler de choses intimes qui concernent ton patient. Je fais un gros D'accord. résumé, mais voilà. Donc, aux entretiens, pour les écoles d'infirmières, j'en ai passé 4 au total. Alors, je me souviens plus exactement de quelle question on m'a posé, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on nous avait préparé en école préparatoire, justement. On peut te demander quel est votre signe astrologique. Alors ça, c'est une question à laquelle on est censé devoir ou pouvoir répondre en tout cas, parce que voilà, la date de naissance, elle est connue, donc en fait le calcul se fait vite. Mais on n'a par exemple pas le droit de te demander quelle est ta religion, Oui. quelle est votre orientation sexuelle, ce genre de questions. Alors moi, je ne sais plus quelle question on m'a posée, mais on m'a posé une de ces questions-là et j'ai dit, je suis désolée, je préfère pas vous répondre, c'est de l'ordre de l'intime ou c'est une question privée à laquelle je ne souhaite pas répondre. Ça fait très longtemps, donc je me souviens plus laquelle on m'a posé. Je crois que c'est le signe astrologique. Et voilà, donc signe astrologique, on peut se permettre de répondre, mais il faut pas aller beaucoup plus loin. Et je sais pas si c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup d'entretiens de recrutement, mais voilà, pour les métiers de la santé, c'est quelque chose qui peut être demandé. D'accord, c'est assez marrant de voir le rapport qu'on peut faire du coup. Si toi, tu es en capacité de le dire, tu seras C'est du coup ça. en capacité de parler des sujets de tes patients. Alors pour Mhm. du coup la partie au recrutement, effectivement, c'est interdit aussi, c'est illégal de poser ce type de questions en recrutement. Et il y a des choses où quand je débutais, je me souviens, j'avais découvert qu'il était interdit de demander la localisation, enfin où la personne habitait, même si c'était très important par rapport au poste. Mais il fallait plutôt tourner la question dans le sens, bah voilà, nous on est basé ici. Est-ce qu'en termes de trajet, ça vous convient? Ah, d'accord. Ok, pas dire où habitez-vous exactement, mais est-ce que vous êtes dans un Exactement, parce que tu périmètre n'as pas le droit raisonnable? de demander où est-ce que vit la personne. Moi, je sais Ah, que je posais la question de est-ce que ça convient en termes de trajet, parce qu'il y a des personnes dans leur process, bon, pour déborder un peu, qui ne réfléchissent pas du tout au trajet et qui ah, peuvent, d'accord. ça m'est arrivé, je crois, une fois, une personne voilà qui avait accepté le poste et qui avait mis fin à sa période d'essai parce qu'effectivement, elle n'avait pas réalisé que le trajet allait être une catastrophe. Ah, dis donc, alors que ça semble être la première chose à laquelle on Oui, pense. Genre, je vais déjà oui. regarder sur Google Maps combien de temps je mets pour y aller. Enfin, moi, c'est Exactement. Et un du des coup, je trucs que me je me suis vois dit faire. une fois, pas deux. Donc Ah maintenant, ouais, ah ouais. je posais enfin voilà, cette tournure-là. Mais effectivement, il y a des questions dont on n'a pas le droit. Mais je suis assez surprise du fait de faire le lien entre ce qu'on peut dire de nous et ce qu'on va dire des autres, parce que on peut être quelqu'un d'assez ouvert au final sur Oui. sa vie et être une tombe Ah sur la mais vie des autres. je suis tout à fait d'accord. Alors je sais pas si c'était un peu de la psychologie de comptoir entre guillemets on nous apprenait à, tu sais, pendant l'école Ouais. préparatoire pour dire
si on vous pose cette question-là, c'est qu'on sous-entend ceci, cela, j'en sais trop rien, mais il y avait aussi des notions de... Ça c'est une question que j'ai eue à l'école à Lyon, je m'en souviens très bien, on m'a demandé quel est votre rapport à la mort. Moi, j'avais 18 ans, avec beaucoup de chance, la seule personne qui était décédée dans mon entourage proche, c'était ma grand-mère quand j'étais plus jeune. Et en fait, la réponse qui est attendue, c'est sûrement pas alors moi j'ai un recul incroyable, je prends de la distance, etc. Parce qu'ils savent que toi t'as 18 ans, que tu sors du bac, etc. Et en fait, la réponse qu'ils attendent, c'est plus écoutez, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas encore été confrontée à une situation telle, ou alors c'était dans mon entourage proche, etc. Et c'est plus pour voir comment tu vas te positionner. D'accord. Voilà, des fois c'était des questions un peu fine ou pas d'ailleurs, parce que du coup l'histoire de quelle est votre orientation sexuelle, c'est pas fin du tout, mais c'était un peu pour tu vois sous-entendre et puis trouver un autre biais. Bon, c'était un peu bizarre quoi. D'accord, c'est surprenant. Ouais. En tout cas, c'est sur cette réponse surprenante qu'on va terminer cet épisode. Marielle, corrige-moi si je me trompe. Donc, on peut te retrouver sur tes différents réseaux sociaux, donc Insta, TikTok, Twitter, Facebook. Oui, je suis un peu partout. Ouais. Voilà, je suis pas YouTube. sur Snapchat, voilà. Ok. Je crois YouTube aussi, ouais. Il y a encore peu de personnes dessus. Malheureusement pour eux. YouTube, ton blog et aujourd'hui ton livre, donc Un week-end à Annecy. Félicitations, c'est un beau projet beaucoup. Et puis c'est une belle évolution dans ton parcours. Est-ce que juste avant de terminer, tu peux nous en parler un peu plus ? Alors donc je suis originaire d'Annecy depuis toute petite. C'est une ville que j'adore, que j'ai quittée, vers laquelle je suis revenue plus tard. Voilà, comme je dis souvent, je manque cruellement d'objectivité pour décrire cette ville, mais c'est vraiment un endroit incroyable. Et c'est une belle destination de vacances. Alors je dis pas ça comme si elle était absolument pas connue. Beaucoup de personnes connaissent Annecy, mais je trouvais qu'il y avait pas encore beaucoup de choses qui existaient dans le domaine. Il y avait des guides, voilà, assez généralistes sur la Haute-Savoie, la Savoie, etc. J'avais envie vraiment de créer un petit guide touristique à mon image où je présente la ville vue par mes yeux, avec tous mes bons plans pour en profiter sur un week-end ou un week-end prolongé, et puis toutes mes bonnes adresses dans la ville. Voilà, il est disponible sur Amazon. Top. Écoute, je mettrai le lien. Donc j'étais partie découvrir Annecy il y a un peu plus de 10 ans. J'aurais bien aimé que ce livre existe à l'époque, mais ça me donnera l'occasion d'y retourner. Exactement. Et de tester les différents lieux et restaurants et autres que tu nous proposes. En tout cas, merci pour ton temps, ton partage sur du coup ton expérience, et merci encore. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description pour retrouver Marielle, que ce soit sur ses réseaux sociaux, son blog, son podcast également. Quant à moi, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast et sur mon LinkedIn. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis pour soutenir le podcast. Vous pouvez également le partager autour de vous. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur About the Roll. Prenez soin de vous et à très vite.